Mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Situation très tendue du côté du Sahel à la suite de manifestations au Burkina Faso après une série d'attaques terroristes en l'espace seulement de quelques jours. La plupart des victimes sont donc des soldats burkinabés engagés au front. Et depuis jeudi soir, les jeunes de la ville, précisément de Kaya, dans la région du centre-nord, manifestent pour demander le départ des troupes françaises du côté de Burkina Faso. Certains également demandent la démission du président Roch Christian Kaboré. Les manifestants ont ainsi refusé de laisser passer un convoi militaire français qui devait rejoindre le Niger. D'après les informations, le convoi de l'armée française a donc dû rebrousser chemin en direction de Ouagadougou. Ce matin, l'on comptera également déjà au moins 4 blessés à la suite de ces manifestations. Et puis en seconde partie, notre sujet actuellement, dont on parlera de la Russie qui s'est donc attirée de vives critiques de la communauté internationale. Ceci après un tir de missile qui a détruit l'un de ses satellites. Cependant, les analystes estiment qu'à travers cette opération, la Russie essaye en tout cas de démontrer qu'elle restait dans la course dans ce domaine tout aussi important. On fera donc un tour de table pour parler de cette actualité avec nos invités. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Voilà donc les deux thématiques de cet autre numéro de Géopolitique internationale. Nos invités sont déjà avec nous. On va directement commencer avec eux. Ce sera également l'occasion de les présenter rapidement. Nous avons Tarek Mami qui est avec nous, Gamal Abina également, Luc Michel et Fabrice Béor. Voilà donc nos invités qui vont partager ce plateau avec nous. Premier sujet, du moins première thématique, les manifestations du côté du Burkina Faso avec ce retour du moins, ce blocage du convoi français du côté de Kaya précisément. Ce sont donc les manifestants, du moins la population burkinabé qui est donc sortie pour bloquer ce convoi qui se dirigeait du moins vers le Niger. Ce matin encore, on nous signale du moins la présence, comme vous pouvez le voir à travers les images, de ces jeunes-là qui sont rassemblés. D'ailleurs, beaucoup sont venus encore depuis hier soir renforcer les rangs pour empêcher ce convoi justement de passer. Les populations dénoncent cette présence française sur le territoire. Ils parlent en tout cas d'une certaine complicité avec les terroristes dans cette zone. On rappelle que seulement en l'espace de moins d'une semaine, il y a eu au moins 3 attaques terroristes du côté du Burkina Faso. Eh bien, on fera donc 2 tours de table pour cette thématique. Je vais commencer avec vous, Luc Michel, sur cette question. Tout simplement, le regard que vous portez sur ce qui se passe actuellement du côté du Burkina Faso. Bonjour. Bonjour à vous, Manuela. Bonjour aux collègues et bonjour à nos téléspectateurs. Il faut comprendre quelque chose. Depuis la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun dans les années 1950, le but des guerres coloniales, c'était, suivant les généraux français, suivi aujourd'hui par les généraux américains, la conquête des esprits et des cœurs. Les grandes manifestations qui ont lieu au Mali, mais surtout au Burkina Faso, mais il y en a également au Niger, elles sont en train de démontrer que la France coloniale, la France de la France-Afrique, elle a définitivement perdu les esprits et les cœurs. Deuxièmement, les événements du Burkina Faso font qu'un voile s'est déchiré, une imposture s'est terminée. La France n'est pas là pour aider les populations ou les défendre. Elle est une armée coloniale qui est là pour opprimer les populations. L'armée française a tiré sur les populations. Elle a tiré également sur d'autres militaires burkinabés. Elle ne l'a pas fait évidemment par hasard, elle l'a fait avec l'accord des généraux français de l'Élysée. C'est la fin d'une époque, il est temps que la France
quitte l'ancien précaré français, d'autant plus qu'elle est contestée non seulement par les populations africaines, mais nous y reviendrons dans mon sujet d'actualité. Elle est également contestée par les Américains en Afrique. Il est temps, nous assistons aujourd'hui au crépuscule de la France-Afrique et de l'impérialisme français. Les Français parlent beaucoup de Wagner. Wagner a fait un opéra célèbre, c'est le crépuscule des dieux. Nous assistons au crépuscule de la France-Afrique. Il adore. Merci à vous, Luc Michel, déjà pour ce premier jet. Je poursuis avec vous, Fabrice Peyor. Cette fois-ci, on parle donc de ces manifestations contre l'insécurité, en tout cas ce qui revient de la part de cette population. Des informations également, d'ailleurs, nous avons reçu certains de ces manifestants sur nos plateaux ici. Ils parlent également d'un déficit de matériel pouvant permettre aux militaires burkinabés de combattre les terroristes. D'ailleurs, cela va jusqu'à leur nutrition. L'on interroge donc à partir, sur la base de ces informations, l'on interroge également la responsabilité du gouvernement burkinabé. Il est évident que l'armée du Burkinabé est sous-équipée, mais ce n'est pas une particularité du pays. Vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, vous prenez tous les pays sous lesquels se trouvent les opérations militaires et qui a une coopération militaire, et vous voyez que toutes ces armées africaines sont sous-équipées. Si elles sont sous-équipées, ce n'est peut-être pas automatiquement. Je ne me permettrai pas de juger de la, on va dire de la politique gouvernementale de tel ou tel pays vis-à-vis de son armée. Ça, c'est l'affaire des Burkinabés dans le cas précis. Mais c'est une évidence que la coopération militaire donc française avec les pays africains ne sont pas là pour établir une armée qui soit en capacité de lutter, dans le cas précis, contre le terrorisme. Ce pourquoi, d'ailleurs, la plupart de ces pays se tournent vers cette alliance géopolitique alternative avec la Russie, c'est pour cet équipement militaire. Et ce que la France ne comprend pas, c'est que, comme le Mali l'a indiqué, il n'est pas là pour couper les ponts avec Paris, mais pour multiplier les partenariats afin de prendre le meilleur pour le pays, et dans le cas précis pour l'armée. Et le Burkinabé se trouve exactement dans la même configuration. Donc c'est une évidence. Pourquoi? Parce que si les armées africaines sont faibles, ça induit que ceux qui ont l'initiative sur le terrain, ce sont les contingents français, c'est l'armée française, donc le gouvernement français, donc sa politique de France-Afrique. Il suffit à ce moment-là, comme ils l'ont fait d'ailleurs plusieurs fois au Mali, de faire du chantage pour que les pays en question reviennent dans le droit chemin de la France-Afrique lorsqu'ils ont eu quelques velléités de souveraineté sur l'utilisation de leurs matières premières, par exemple. Voilà la raison du sous-équipement et de l'entraînement assez misérable. Alors, voyons d'ailleurs ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Hein. On sous-équipe une armée, on place quelques pions dans cette armée, et puis lorsqu'un gouvernement ou un chef d'État ne suit pas ou ne suit plus la ligne qu'on lui a indiquée, on l'élimine par un coup d'État, par un de ses pions. C'est traditionnel. Donc voilà pourquoi on évite, parce que comprenez bien que un des éléments de souveraineté, à part effectivement la monnaie, ça pose la question du franc CFA, mais c'est également de défendre sa souveraineté, d'un point de vue, dans le cas précis, militaire et sécuritaire. Et pour cela, il faut bien évidemment une armée forte. Et dans les pays africains, on le voit bien. C'est la raison pour laquelle, en République centrafricaine, ce qui est remis en place, ce sont les FACA, parce que les FACA, c'est la structure qui permet à l'État de pouvoir de nouveau se déployer sur le territoire, de reprendre sa souveraineté, et à ce moment-là, de pouvoir agir à une politique en faveur du pays. C'est ce que ne veut pas, bien évidemment, Paris, les éléments de la France-Afrique, les différents réseaux de la France-Afrique. Donc, un sous-équipement d'une armée, et dans le cas précis de l'armée du Burkinabé, ça fait partie du plan général. Je terminerai là-dessus, lorsque ces armées disséminées se sont mises ensemble, et à l'époque, avec l'intervention des militaires du Tchad, il y avait quelques victoires qui commençaient à
à surgir face aux différents groupes terroristes, qu'a fait la France, évidemment, et les États-Unis. Ils ont cassé ce groupe en inventant après le G5 Sahel qui devait aider et fournir financement et moyens militaires. Et on a bien vu qu'ils n'ont rien fait, puisque cela voudrait dire qu'il eût fallu renforcer les armées. Et ce n'est pas dans le plan, évidemment. Diviser pour régner, affaiblir la personne que l'on dit soi-disant venir aider, c'est la meilleure façon d'imposer sa volonté. Merci à vous Fabrice Bior. Tarek Mami, je poursuis avec vous déjà, bonjour. Alors, est-ce que vous comprenez également la colère de ces manifestants, carrément, qui sont parvenus donc à bloquer ce convoi militaire français, on rappelle, un convoi qui se dirigeait donc du côté du Niger. Est-ce qu'il y a du moins un justificatif à la suite de ces manifestations? Bonjour, merci pour ce rendez-vous hebdomadaire. Merci à mes collègues intervenants de ce jour. Bonjour et merci à tous les auditeurs qui nous suivent maintenant tous les dimanches, puisque nous échangeons ici sur votre télévision pour échanger avec eux, parce que j'ai appris qu'il y a des correspondances, il y a des écritures, il y a des commentaires qui se disent tous les dimanches. Donc, c'est toujours aux auditeurs que j'adresse mes salutations les plus chaleureuses. Sur votre question, je pense que on va pas utiliser de gros mots, mais on peut parler de retour du refoulé, de réveil de conscience. Père Fitt avait dit un jour, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. On peut dire, nous, ici, en ce qui concerne nous, les Africains, que quand les peuples africains vont se réveiller ou sont en train de se réveiller pour leur propre souveraineté, ils commettent ces actions qui, dans mon esprit, quand on est chez soi et quand on se bat pour sa souveraineté, sont des actions positives, parce que quand les Français comme les Belges, comme les Américains ont des problèmes de souveraineté chez eux, ils refusent des interventions et c'est même eux qui font des interventions. Et donc pour moi, il est tout à fait normal que les populations descendent dans la rue et disent ce qu'elles ont sur le cœur. Je dirais même que peut-être par, par crochet, que dans certains pays, quand on ne peut pas contester le pouvoir en place, c'est-à-dire le gouvernement en place, Je pense qu'on a perdu Tarek Mami. Est-ce qu'il est là? Alors, on me signale que vous êtes toujours là, Tarek Mami. Je vous redonne la parole. Je ne sais pas si la connexion avec vous a été rétablie. non. Voilà, très bien. Allez-y. Dénoncer les régimes en place, parce que ces populations pensent aujourd'hui qu'au bout de 60 ans d'indépendance, nos pays africains méritent de s'autodiriger, et la présence française depuis les indépendances ou les pseudo-indépendances commence à peser, surtout sur des générations qui sont un peu plus instruites, qui ont accès aux réseaux sociaux internationaux et qui n'ont pas, les a priori de papa ou de grand-père qui étaient plus ou moins dans l'action nationaliste et qui estiment que la colonisation était tellement, fracturante de la société et discriminatoire que ce qu'on a après, c'est-à-dire les indépendances ou les pseudo-indépendances, c'est un peu mieux. Donc je pense que ce sont des mouvements légitimes qui envoient un message aux différents chefs d'État, message de dire maintenant on ne veut plus que les ordres viennent de l'extérieur, on veut que les ordres viennent de vous, et vous, c'est nous, le peuple. Et c'est une maturation positive à mon sens, et la France et les États-Unis et l'Occident d'aujourd'hui, les anciens empires et l'actuel empire, devraient en tirer la leçon. Ils n'auront plus affaire à des peuples qui laisseront leurs chefs faire ce qu'ils veulent. C'est en quelque sorte une énième confirmation que les peuples rejettent la fameuse France-Afrique.
Merci aussi à vous, Tarek Mami. Gamal Abina, bonjour aussi à vous, bienvenue. Alors, on poursuit avec vous ce convoi qui se dirigeait donc vers le Niger, manifestation, du moins blocus du côté de Kaya. Est-ce qu'il pourrait y avoir, à partir de ces manifestations, un changement de la donne? On suppose, parce qu'on rappelle que le convoi a rebroussé chemin du côté de Ouagadougou, est-ce qu'il pourrait y avoir également des conséquences politiques ou du moins diplomatiques? Répondre à votre question, bonjour à tout le monde évidemment. Pour répondre à votre question, il y a deux choses qu'il faut soulever. La première, c'est effectivement qu'on parle beaucoup, et c'est normal, de France-Afrique. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Lorsqu'en 60, la France laisse, soi-disant, l'indépendance aux pays africains en pleine guerre d'Algérie, parce qu'ils ne tiennent plus l'Algérie. Ils avaient déjà lâché la Tunisie et le Maroc en 56, puis 60 généralisation de cette soi-disant indépendance. Ils placent des petits caporaux, les caporaux de l'armée française, très connus pour avoir été de serviles petits objets de la France qui obéissaient très bien à leur maître. Et ces caporaux n'ont eu évidemment aucunement l'intention de donner une indépendance à ces pays. Donc le rapport, vous me parlez de diplomatie, il n'y a pas de diplomatie en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Il y a des rapports soit de violence quand les peuples veulent recouvrer leur indépendance, ou soit simplement de contrôle par la force des autorités françaises qui viennent toujours sous un prétexte assez fallacieux. Donc on prend l'exemple très concret par exemple. Cette manifestation a lieu à Kaya, qui est une ville qui n'est pas n'importe où, qui est donc une ville au Burkina Faso, dans le nord du Burkina Faso. Et on a l'impression, quand on voit l'armée française circuler dans ces régions-là, qu'elle circule dans des stations de métro. Ils partent tranquillement de Côte d'Ivoire, passent par le Burkina, arrivent au Niger. Donc vraiment, ils sont chez eux, littéralement. Ils disent que les gouvernants leur ont demandé, 3 pays quand même, de venir les aider contre le terrorisme. Ça fait 8 ans que ça dure, cette plaisanterie. Et avec des systèmes de renseignement extrêmement sophistiqués, la France faisant partie des 7 premières puissances militaires mondiales, quand même, c'est pas rien. On dit entre 4 et 7e, on sait pas trop où on les situe, mais dans tous les cas de figure, ils ont des moyens de communication et surtout d'information, de renseignement qui sont très élaborés, ils ont des satellites. Ils ont les moyens de voir tout ce qui se passe quasiment à la taille d'une pièce de monnaie dans un territoire, mais ne parviennent pas à mettre fin à ce qu'ils appellent le terrorisme djihadiste, qui est en gros l'émanation d'un terrorisme qui vient d'Algérie et de Libye, malheureusement. La France, qui est à l'origine de l'assassinat de Kadhafi et de la destruction de la Libye, la France qui a disséminé littéralement tous les groupes radicaux un peu partout en Afrique, et la France qui aujourd'hui se présente comme soi-disant un pays qui voudrait ramener la stabilité. Ça, c'est une plaisanterie. Pourquoi? Parce que on se souvient en histoire que l'assassinat en 87 de Thomas Sankara était voulu par François Mitterrand. Parce que cet homme, qui est un homme extrêmement noble, avait relevé le nez en disant « Nous ne sommes pas vos esclaves ». En substance, c'est un discours où il a dit devant Mitterrand, nous ne sommes pas ni vos esclaves, ni des gens qui vous devons grand-chose en vérité. C'est vous qui nous devez beaucoup. Ensuite, ils avaient assassiné encore auparavant Patrice Lumumba. Et c'est un de leurs petits caporaux habituels, Mobutu, qui a fait le travail. Au Burkina, c'est Blaise Compaoré, un petit caporal de l'armée française. C'est un classique à chaque fois. Ils prennent des petits caporaux pour assassiner des dirigeants qui sont indépendantistes réels. Ils placent une monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA qui ne vaut rien. Rappelons que le franc CFA, c'est 1 500 € pour 1 million de francs CFA. Vous imaginez la valeur de cette monnaie. Ils placent donc une monnaie de singe d'un côté, ça a été évoqué il y a quelques minutes, donc l'indépendance n'est pas garantie sur le plan économique. Ils placent leur propre armée sur place parce qu'ils prétendent que les Africains seraient, je cite, trop incapables de se défendre. C'est bien les autorités françaises qui parlent. Alors qu'en vérité, j'ai un proverbe chinois qui est très adapté. Ce proverbe dit ne donnez pas de poisson à un pêcheur, apprenez-lui la pêche, apprenez-lui à se débrouiller, à être capable de pouvoir se subvenir à ses propres besoins. Les Africains ne sont pas des incapables. Les Africains ont été rendus incapables de se défendre par une volonté politique extérieure parfaitement réfléchie. Si on voulait que l'Afrique se débarrasse d'un phénomène aussi marginal de ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste dans le désert, ce serait fait en 6 mois. Et ça n'est pas fait parce qu'on empêche qu'ils reçoivent des équipements de complicité. C'est ce que dénonçaient les manifestants. Ils disent pas nous ne voulons pas de la France qui vient nous sauver. Ils disent nous ne voulons pas de la France qui vient aider les terroristes, qui leur fournissent des armes. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, c'est encore à déterminer. Mais une chose est certaine, c'est que au mieux, même s'ils fournissent pas les équipements militaires, ils les laissent faire. Donc oui, la France est perçue comme une force néocoloniale, ce qu'elle est, indiscutablement. Et je le dis et le répète simplement, il y a 2 choses qui doivent dégager d'Afrique aujourd'hui, l'Afrique ex-colonie française. C'est les armées françaises, elles n'ont rien à faire en Afrique. Le pays, la France, est en difficulté économique, il n'a pas à envoyer des armes et des hommes à l'étranger, c'est intolérable et inadmissible. Et la deuxième chose, ils doivent dégager leur monnaie de singe, le franc CFA, pour laisser une véritable monnaie africaine ou panafricaine. Donc oui, les manifestants sont en devoir de poursuivre la manifestation jusqu'à ce que les forces françaises d'occupation, et j'utilise un mot
très fort d'occupation dégage définitivement. Et oui, il doit y avoir des ruptures diplomatiques si besoin est pour en finir avec cette plaisanterie. La chose positive en revanche, c'est que les Russes enfin sont de retour, qu'il y a une nouvelle guerre froide qui s'installe, c'est triste mais c'est comme ça, et que ce soit les Russes ou les Chinois, ils ont dit aux Africains, vous avez l'alternative sérieuse, vous pouvez avoir des partenaires sérieux qui vous équiperont avec du matériel de qualité. La question des équipements français et de la ferraille qu'ils vendent en Afrique, comme ils vendent leurs vieux bus complètement rouillés, c'est une question de sécurité nationale. On ne peut pas, et un État ne peut pas être pris au sérieux s'il n'a pas les moyens de sa défense. La première souveraineté d'un État, c'est d'abord la force militaire. La seconde souveraineté, c'est la maîtrise de son économie, donc de la monnaie. Voilà pourquoi les Africains manifestent, et je les comprends. Les enfants de Thomas Sankara, qui ont parfaitement compris le message de cet homme, qui était un homme brillant, ces enfants ont compris qu'il fallait en finir avec la France-Afrique, et ils manifestent comme des personnes qui avaient été éduquées durant une période très courte par un homme qui était un indépendantiste réel. Merci à vous, Gamal Abina. Luc Michel, alors des manifestations, on le voit, de grande envergure qui quand même arrivent à changer la donne. Mais alors, que peut ces manifestations face peut-être à l'absence d'une certaine volonté politique? Parce que on le demande, il faut rompre certaines relations, du moins ces contrats militaires avec précisément la France. Ce sont les dirigeants au pouvoir qui ont cette capacité, justement, cette autorité-là pour le faire. Alors, est-ce que ces manifestations sont assez suffisantes? Est-ce qu'elles pourraient justement aboutir à ce résultat? Elles ne sont pas suffisantes, mais elles ne sont pas isolées. Le temps des sous-préfets français est terminé. Le jour de l'ouverture du sommet de Montpellier, il y a quelques semaines, il y a eu un livre qui est sorti aux éditions du Seuil, qui se veut l'histoire définitive de la France-Afrique. Sur la jaquette figurent des accusations contre celle-ci. C'est exactement ce que nous disons depuis 10 ans sur Afrique Média. Le titre du livre, c'est l'Empire qui ne voulait pas mourir. Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de cet empire. En 1960, la France a réussi à préserver son empire colonial. C'est terminé. Il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que la France, elle mène une guerre de retard par rapport aux populations africaines et par rapport à la guerre hybride des Russes et des Iraniens. La France a organisé cette gigantesque démonstration de force, ce transport spectaculaire de troupes depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso. Elle pensait qu'elle allait impressionner l'opinion publique mondiale et l'opinion publique africaine. Elle s'est trompée. Ce n'est pas un hasard. Vous savez qu'on dit souvent que la géopolitique, c'est un grand échiquier. Mais dans ce qui se passe dans l'extrait carré français, c'est une partie de billard à 3 bandes. Que visent en premier lieu les Français? Ils visent les populations africaines et leurs alliés russes, chinois et iraniens. Mais dans ce billard à 3 bandes, le deuxième objectif, c'est de viser les États-Unis. Cette démonstration de force française, elle intervient le jour même où Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, commence sa grande tournée en Afrique. Objectif numéro 1, à partir du Nigeria, s'emparer pour le compte de l'impérialisme anglo-saxon, de la CEDEAO, l'arracher à la France. Les Américains n'ont plus confiance dans les Français. Ils veulent redéployer l'impérialisme français en mer Rouge et américaniser la guerre du Sahel. Les Français pensaient impressionner les Américains, les Français impressionner les Africains. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, on assiste à une déroute médiatique qui annonce une déroute militaire et géopolitique. Donc, les populations africaines, elles ont allumé une mèche, mais la mèche d'une bombe que les États-Unis vont faire établir. Ce ne sera pas pour le plus grand bien des populations africaines, parce que les États-Unis ont d'autres moyens de domination néocoloniale que la France, mais c'est un premier pas vers la contestation des empires occidentaux. C'est cela qu'il faut retenir. Oui, ce que font les populations africaines, ce n'est pas suffisant, mais elles ne sont pas seules dans ce mouvement géopolitique.
Voilà, merci encore une fois de plus. Je pense qu'on va faire le dernier tour de table pour sortir de cette thématique avant d'aborder la seconde. Fabrice Béor, ce convoi militaire donc bloqué du moins, est-ce qu'on peut envisager des conséquences? Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'analystes qui estiment qu'il pourrait y avoir des conséquences sur le plan sécuritaire précisément, pas seulement au Burkina Faso, mais dans toute la zone du Sahel. Oui, ce qui se passe au Burkina Faso n'est pas spécifique au Burkina Faso, comme je l'indiquais, comme ça a été précisé par les précédents intervenants. On est dans une situation qui est globale, géopolitique, où au niveau mondial, il y a une sorte de tectonique des plaques géopolitiques, où il y a une reconfiguration, et l'Afrique n'échappe pas à cela, bien évidemment, puisque la France fait partie de ce bloc occidental qui est en lutte dans ce début du XXIe siècle pour imposer sa domination, là, tout du moins la perpétuer dans le siècle en cours et qui arrive. C'est tout du moins la pensée des néoconservateurs américains qui mettent en pratique, on va dire, qui donnent la théorie de la mise en pratique de l'impérialisme américain et du bloc occidental en général. Donc oui, pour revenir à votre question, ça va avoir des conséquences, puisqu'aujourd'hui, les populations, non seulement ne sont plus dupes, comme cela a été indiqué, puisqu'ils ont accès aux réseaux sociaux et également aux différentes interventions sur Afrique Média qui éclairent, puisqu'il n'y a rien de secret dans toutes ces histoires. Il suffit simplement de poser les faits historiques, d'indiquer les éléments d'aujourd'hui, et lorsqu'on connaît évidemment cet ensemble de la France-Afrique, tout cet environnement politique, on comprend effectivement qui manipule et qui fait quoi et pourquoi. Et aujourd'hui, les peuples africains sont en avance, même beaucoup, la plupart du temps, sur leurs élites dirigeantes, et la confiance a été rompue. Alors je dis la confiance, je dirais plutôt la somnolence qui était entretenue par les médias parisiens, France 24, RFI et tous les autres, Africa News par exemple, comme par hasard. Tous ces médias-là, évidemment, aujourd'hui, c'est terminé. Les Africains ne sont pas des grands enfants, comme pouvait le penser il y a 50 ans la mise en place de la France-Afrique. Aujourd'hui, il y a une maturité politique, et puis surtout, il y a un constat pratique. On voit bien que depuis des années de l'intervention militaire française, il n'y a aucun résultat, si ce n'est une dégradation. Donc, soit effectivement la France ne veut pas et cherche ce prétexte du terrorisme pour rester sur place, donc ils doivent partir, puisqu'ils sont le problème, soit ils ne sont pas efficaces, donc ils doivent partir et être remplacés par d'autres, et c'est bien cela ce qui est en jeu. Donc oui, ça va poser des problèmes sécuritaires, puisqu'on l'a vu, la France, le chantage qu'elle fait au Mali, si vous faites des accords avec la Russie, nous allons partir. Ça veut dire que nous ne ferons rien contre les terroristes, mais c'est normal, ils n'ont pas fait grand-chose en général. Ils ont envoyé quelques-uns de leurs soldats qui obéissent et qui ne font pas d'idéologie et qui souvent meurent pour des intérêts qui ne sont pas celles fondamentaux, selon moi, de la France d'ailleurs. Mais on arrive à une situation où, en fin de course, la bête est un peu plus s'agite et est un peu plus dangereuse. Donc nous sommes dans une situation effectivement intermédiaire, dangereuse, où nous allons voir des provocations, et malheureusement la violence va certainement monter d'un cran, mais prenez exemple et prenez espoir sur ce qui se passe en Centrafrique, et vous verrez qu'il y a une porte de sortie, il y a une solution, et ce n'est pas pour changer de maître, puisque la Russie n'est pas venue en Afrique pour cela. Ça a bien été dit d'ailleurs lors du premier sommet à Sochi, Russie-Africa. C'est simplement, vous pouvez, je parle aux Africains, vous pouvez utiliser cet outil afin de vous dégager effectivement de ces rapports néocoloniaux, et afin de prendre pour vous le plus de part de souveraineté et de continuer le combat, puisque le combat sécuritaire, c'est le premier, bien évident. C'est bien évident. Mais le second, évidemment, c'est la souveraineté monétaire, et après toutes les questions qui vont avec, telles que le développement économique. Mais ça commence
par le combat pour la sécurité. Et on le voit bien, le combat pour la sécurité, ça ne rime pas avec armée occidentale présente en Afrique. Merci une fois de plus, Fabrice Billor. Gamal Abina, il faut dire que ces manifestations, du moins ces accusations, concordent aussi, nous rappellent les déclarations du Premier ministre de la transition, cette fois-ci du côté du Mali, qui avait d'ailleurs déclaré qu'il soupçonnait, du moins de ce côté-là, il avait d'ailleurs dit qu'ils avaient des preuves, qu'il y a une certaine connexion, une certaine collaboration entre les terroristes et bien sûr certains, du moins les militaires, je préfère le dire comme ça, français dans cette zone. Alors ce qui pourrait certainement aussi expliquer cette détermination de la population, mais beaucoup estiment également que ce blocus pourrait avoir plutôt des conséquences néfastes, d'ailleurs comme venait aussi d'étayer un peu Fabrice Billor, des conséquences néfastes dans la zone, parce qu'ils estiment que la présence française, plus ou moins, a tout de même aussi une influence sur le terrorisme. Alors oui, bon, les coups bas des services de renseignement français ne sont pas d'hier. On l'a vu en France, par exemple. On sait que quelques, je ne vais pas donner les noms précisément, mais dans tous les cas de figure, quelques agents terroristes qui ont agi étaient en relation avec les services de renseignement français ou étaient instrumentalisés par la DCRI. Donc, que la France soit en liaison avec des opposants ou avec des organisations, avec des groupuscules dangereux, on se rappelle de Fabius lorsqu'il trouvait que El Nosra en Syrie faisait du bon boulot. El Nosra, qui est quand même un allié des organisations les plus radicales de la région, dont Daesh. Il trouvait qu'ils faisaient du bon boulot parce qu'ils voulaient détruire le pouvoir de Assad. Assad qui était un ennemi, évidemment, puisque c'est le bloc de l'Est. Assad, c'est plutôt le côté soviétique et russe. Et iranien, excusez-moi. Et donc, oui, la France a des liens, évidemment, avec les organisations qu'elle prétend combattre. Mais elle a des liens, pourquoi? Parce que d'abord, ça l'arrange bien de voir qu'on appelle au secours. Le grand chevalier français arrive, le chevalier blanc, qui trouvait, et c'est bien que Fabrice Billor nous l'ait rappelé, que les Africains étaient de grands enfants. Alors, il faut traduire le terme exact, parce qu'il n'a peut-être pas eu le temps de développer. C'est un terme extrêmement raciste et méprisant qui donne le sentiment que les Africains restent et seront toujours des enfants incapables de se prendre en main. Enfants qui ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, enfants qui sont incapables de développer une économie, alors qu'elle a toujours existé, cette économie africaine. On l'a juste saccagée avec l'arrivée des colons. Enfants qui ont été maltraités et utilisés comme des esclaves, et surtout enfants qui sont toujours incapables aujourd'hui de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Donc tout ça, c'est une plaisanterie qui est très bien réfléchie de la part de la France et qui donne toujours le sentiment que le maître blanc, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, doit être en mesure de rapporter la paix civile. Alors oui, que les Africains aient des doutes, enfin les Africains de la région ex-colonie française, donc que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, que les Africains aient des doutes, les populations africaines, sur la volonté française de ramener la paix civile, ça ne se discute même pas, c'est une évidence. Il suffit effectivement de se rappeler pour ça, de se rappeler de ce qui s'est passé en Centrafrique au moment où les Russes interviennent. C'était le chaos total, les musulmans étaient massacrés, il y avait des forces anti-gouvernementales, des alliances très 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 louches avec une dimension ethno-religieuse qui a disparu avec l'intervention des Russes en quasiment moins de 6 mois. Et le Mali, c'est pareil, ça fait 8 ans que ça dure, ces plaisanteries, avec des djihadistes qui sont capables de prendre des villes, qui tuent des centaines de personnes, qui martyrisent la population, qui tuent des soldats mal équipés, parce que les soldats, évidemment, de la région, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des soldats qui sont sous-équipés. Et quand on est sous-équipé face à d'autres soldats très bien équipés, étonnamment, c'est pas d'où viennent les armes, là, encore une fois, on peut se poser la question de la complicité française, d'un trafic d'armes possible, puisque ça a été évoqué, eh bien, il est compréhensible que les Africains en aient ras-le-bol de cette méthode-là, et puis ils sont pas aveugles, je veux dire. Ils ont vu ce qui s'est passé en Centrafrique, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils ont vu ce qui s'est passé en Syrie, avec un Nosra qui faisait la fête pendant des années, puis du jour au lendemain, avec les Russes en 6 mois, c'était réglé. Donc ils se rendent bien compte que la sécurité vaut mieux que la soi-disant liberté proposée par le maître colon ou ex-colon français. Donc oui, il y a un problème. Ensuite, on se souvient de cette pathétique conférence Afrique-France, qui a eu lieu en France avec Macron qui parle à des gens dont on ne sait même pas d'où ils sortent et qui sont censés représenter l'Afrique. Là, encore une fois, c'est quand même, il y a un caractère assez méprisant, c'est au mieux un mépris, j'ai envie de dire, qui donne le sentiment qu'on parle des imbéciles, littéralement. Tout cela concourt à ce que les populations africaines, très conscientes de ce qui se passe, il ne faut pas oublier qu'ils sont très politisés. Ce ne sont pas, là, encore une fois, ce ne sont pas des grands enfants. Ce sont des gens qui ont parfaitement compris les enjeux, qui ont compris qu'on pillait un pays avec des tarifs, enfin avec des ventes de produits très importantes qui valent très cher. Je parle par exemple des phosphates d'un côté ou encore du Niger avec son uranium.
qui sont vendus, dont la valeur est fixée par le maître blanc, elle est fixée par les marchés internationaux occidentaux. Ils n'ont même pas le droit de dire le prix de vente de leurs propres matières premières. Tout cela, ils l'ont compris. Donc aujourd'hui, pour qu'il y ait effectivement une prise de conscience, il faut que ces manifestations se poursuivent. Il faut que la France accepte une bonne fois pour toutes de reprendre ses armées et de retourner chez elle. Je le répète toujours, elle n'a rien à faire en Afrique, elle n'a jamais rien eu à faire en Afrique si ce n'est le malheur. Elle n'a rien à faire à martyriser les populations, elle a suffisamment de problèmes à l'intérieur du pays à gérer en termes de dette publique et de problèmes, des problèmes même sécuritaires à l'intérieur du pays. On l'a vu avec les attentats, mais pas seulement, avec des problèmes sociaux, économiques très lourds. Elle n'a rien à faire en Afrique. Ces postures néocoloniales sont intolérables. Et c'est vrai que c'est bien que Luc Michel le rappelle. Quand la Seconde Guerre mondiale s'achève, les Américains font tout pour détruire les empires franco-anglais. Ils font un travail considérable en développant un discours soi-disant indépendantiste, soi-disant anticolonial, pour détruire les deux grands empires qui restaient en Europe, qui étaient la France et l'Angleterre, les empires coloniaux, après avoir détruit les empires européens. Et parallèlement à cela, aujourd'hui, maintenant, l'Amérique joue sauve-à-tout parce qu'évidemment, les Russes se sont déployés, les Chinois se déploient économiquement pour détruire à nouveau le précaré français, c'est comme ça qu'on l'appelle malheureusement, le précaré, comme si c'était une sorte de petit arrière-cour qui appartenait au maître blanc. Donc, pour détruire le précaré français et se positionner face aux deux grands adversaires qui arrivent, les Russes, les Chinois et quelque peu les Turcs. Donc c'est vrai que la perception des Africains est très éclairée, contrairement à l'idée reçue, qu'ils comprennent le danger d'une présence coloniale française qui circule, je l'ai encore rappelé tout à l'heure, d'un pays à l'autre comme si c'était normal. Je veux dire, c'est comme si nous, on arrivait avec une force algérienne, qu'on traverse la France pour aller aider les Belges et peut-être les Hollandais. Enfin, c'est hallucinant. Ça rappelle vraiment on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de frontières. Et tout cela est perçu de façon très inquiétante, évidemment, de la part des populations, et en même temps, ils ont compris qu'il fallait que les Français dégagent. Donc, ils font le travail, et la France est en train de se disqualifier littéralement sur un plan médiatique et sur un plan idéologique. Elle comprend bien que la population ne peut plus la voir, tout simplement. Une fois de plus, merci Gamal Abina. Tarek Mami, alors, on a la RCA de ce côté-là, c'est difficile aujourd'hui pour la France de s'imposer avec l'arrivée de la Russie. On a le Mali également, c'est un cas palpable. On a aussi le Burkina Faso qui semble rentrer aussi dans la danse. Alors quel avenir pour la France dans ces pays, ou du moins les accords militaires entre la France et ces différents pays? Alors, avant peut-être de répondre à cette question, nous avons évoqué tous les trois ou tous les quatre les raisons que je dirais endogènes en Afrique, qui font que les populations africaines, beaucoup plus aujourd'hui que leurs dirigeants, se mettent à rejeter la présence étrangère française, parce que historiquement c'est la France qui a colonisé tous ces pays. Mais je pense aussi, Fabrice l'a dit, moi je l'avais dit, la question des réseaux sociaux fait qu'il y a aussi une question ou un volet exogène que les populations africaines, que les jeunes Africains connaissent aujourd'hui, c'est le climat anti-immigration, anti-islam, anti-africain, anti-arabe, anti-algérien dans la pré-campagne électorale présidentielle. Et forcément, ces populations africaines regardent les réseaux sociaux, regardent les télévisions, ont de la famille installée en France, et qu'ils voient en fait que ce qu'ils ont l'impression de subir dans leur pays en Afrique, leur famille, leurs voisins, leurs cousins, leurs corélégionnaires le subissent aussi en France. Et donc c'est peut-être le deuxième volet qui explique le double rejet de la présence militaire officielle française, et on le verra plus tard, on l'a déjà vu avec la présence économique et industrielle de M. Bolloré, qui a un grand homme d'affaires français, mais qui a amené en tout cas l'essentiel de sa richesse d'Afrique, et qui se comporte en Afrique comme un vieux colonialiste du 19e siècle, en ayant des ports, des chemins de fer, et en ne traitant pas les gens. Et donc je pense qu'il nous faut aujourd'hui de plus en plus regarder ce double miroir, les miroirs de comportement de la France, donc de l'État français, des gouvernements français en Afrique, mais aussi d'une partie de la société française, les polémistes, les faux prophètes, les vrais polémistes et faux candidats. Et ce sont peut-être les deux volets qui expliquent. Et pour revenir donc à cette question de Mali et le RCA et donc aujourd'hui le Burkina,
je pense que l'origine au global, j'avais parlé une fois, j'avais échangé avec Luc à l'antenne sur le sociologue, historien, philosophe de l'histoire Ibn Khaldoun, en arabe Ibn Khaldoun, qui parle de ces cycles de pouvoir des empires qui arrivent à terme. Et aujourd'hui, manifestement, la France et l'Angleterre, mais surtout la France qui a reçu un grand coup lors donc de la décolonisation ou des indépendances, et puis un second coup avec ce qu'elle a subi au canal de Suez quand les Russes et les Américains l'ont sommé de quitter ce territoire. Et aujourd'hui, je pense que c'est le troisième et probablement le coup fatal ou le troisième coup, où la France accepte le principe d'aller dans une coopération d'égal à égal, comme essaye de le dire ou peut-être de le faire M. Poutine de l'autre côté et les Chinois pour récupérer ou des marchés ou de la coopération ou des ports, ou elle veut rester dans cette situation suprématiste et elle perdra le tout. Donc on est à cet endroit. Alors le Mali, c'est pratiquement un cas particulier comme tous les cas, mais j'ai vu dernièrement que par exemple quand les soldats français viennent de quitter donc une base proche de la frontière algérienne, qu'est-ce qu'on voit? On voit des militaires maliens qui sont donc des citoyens. Si au Burkina Faso il y avait que des citoyens civils, sur la frontière Mali-Algérie, il y avait une espèce de fête parce que les soldats algériens arrivent jusqu'à la frontière, donc ils sont sur la frontière. Les soldats français quittent une base qu'ils remettent donc à l'armée malienne, et il y a donc une rencontre sur la frontière entre les deux armées maliennes et algériennes, et ce sont les soldats maliens qui applaudissent et qui fêtent la rencontre sur la frontière des soldats algériens. Le message il est clair. Ça veut dire que l'Algérie est connue historiquement pour se battre pour sa souveraineté et tous les discours qu'on connaît. Le Mali aujourd'hui se retrouve dans cette situation de revendiquer par son gouvernement actuel, par son armée actuelle, cette souveraineté que l'Algérie prône depuis son indépendance en 62, et comme s'il y avait à un certain moment une collision, dans le sens positif du terme, de cette demande de souveraineté de deux côtés de la frontière, surtout quand on sait que l'Algérie a un autre problème sur la frontière avec le Maroc, et que les Maliens et les Algériens disent « Ah, aujourd'hui, en tout cas sur cette frontière-là, il y a une fraternité des armes à venir, armes pas nécessairement quand on tire les balles, mais la fraternité des soldats, et que ce point est très important pour ces deux pays et surtout pour le Mali. Et peut-être que le Mali, comme l'a dit à la fois Fabrice, Luc et Gamal, regarde ce qui se passe du côté de la RCA, il y a quelque temps, et disent que ce qui a été possible là-bas le sera ici au Mali, parce que le Mali a beaucoup de problèmes, mais notamment le problème des terroristes qu'on alimente d'une manière ou d'une autre, mais aussi le problème de sa souveraineté économique, politique et autres. Et je pense que ce qui se passe au Burkina est le reflet de ce qui s'est passé avant au RCA, et ce qui se passe sur la frontière entre l'Algérie et le Mali est le reflet, j'allais dire presque officiel, de ce qui se passe au Burkina, puisque comme je l'ai dit, au Burkina, c'est la population, et sur la frontière Algérie-Mali, c'est plutôt les militaires. Les militaires, ça veut dire l'État. Et c'est cette prise de conscience à travers l'Afrique que le Mamba aurait applaudi, que Sankara aurait applaudi. En Afrique, nous disons tous qu'on plante aujourd'hui une graine et on ne voit pas toujours le résultat de la graine qui devient arbre, j'allais dire quelques temps plus tard. L'essentiel, c'est de semer. Ces hommes ont semé avec les indépendances, avec leur participation à ce qu'on appelait donc les non-alignés, cette volonté de ne pas être prise en otage entre l'Occident et à l'époque l'Union soviétique. Et aujourd'hui, ils ont une Union soviétique, une Russie renouvelée qui elle-même se construit contre donc la traîtrise commise par l'OTAN et par l'Occident, puisque Gorbatchev a eu la promesse de Reagan et de tous les autres que l'OTAN n'avancera pas d'un mètre sur la frontière allemande et qu'elle se retrouve aujourd'hui sur la frontière russe. Et vous savez, dans l'avantage de cette émission donc de géopolitique,
Ce qu'elle nous permet à nous, et elle permet à vos téléspectateurs, auditeurs, d'avoir ces éléments de réflexion complémentaires qui font que l'Afrique n'est pas un continent qui est tout seul. Les pays africains, les trois qu'on cite, ne sont pas chacun tout seul. La mort de Kadhafi n'a rien à voir avec la tentative de Kadhafi de bombarder Benghazi, et que chaque fois qu'on a un leader qui sort du bois pour expliquer que nous avons intérêt à avoir des relations équilibrées avec l'Occident, avec les anciens empires et le nouvel empire américain, comme par hasard, il y a toujours, comme dit l'autre, un accident de voiture, un accident d'avion, ou tout simplement une balle perdue, et on ne sait pas qui a tué qui. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez au Burkina le grand procès des assassins de Thomas Sankara, avec le principal soupçonné, en tout cas peut-être présumé coupable pour ne pas dire présumé innocent, qui en changeant de pays et en obtenant une seconde nationalité ne sera pas à son procès. Et on ne trouve pas la presse occidentale qui tire à boulot, comment dire, qui tire donc contre le fait que le présumé responsable ne soit pas extradé. Personne ne parle de lui à la CPI, alors qu'on va parler de ces pays pour Al-Bashir avec ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, avec le fils de Kadhafi. Donc, on en voit toujours ceux qui mettent un bâton dans les roues, comme on dit en Tunisie, et ceux qui empêchent de tourner en rond, ceux-là, ils deviennent très vite dictateurs, et on demande tout de suite leur renvoi à la CPI, mais ceux qui veulent construire quelque chose, eux, n'ont pas, j'allais dire, cette chance d'échapper et d'être vus comme grands. Et je terminerai par peut-être aussi le côté Syrie, puisque effectivement l'intervention, pour des raisons objectives, hein, dans l'intérêt de la Russie, a sauvé, entre guillemets, la Syrie, parce que sinon, aujourd'hui, la Syrie, on aurait eu comme le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, et bientôt le Soudan de l'Est ou le Soudan de l'Ouest, on aurait eu au moins 3 États dans ce pays que la Syrie. Il y aurait la Syrie chrétienne, la Syrie sunnite, la Syrie chiite, et donc, les peuples aujourd'hui, quels qu'ils soient, en Maghreb, en Afrique, au Moyen-Orient, ils ont compris les règles du jeu. C'est Brzezinski qui parlait des grands échiquiers, sauf qu'aujourd'hui, tout le monde regarde cet échiquier qui n'est pas si grand que ça et comprend qu'il y a 3 pièces. Donc l'Inde, la Chine et la Russie d'un côté, l'Occident, mais séparé en deux puisque les Américains sont alliés aux Français, mais leur donnent des coups de poignard tous les jours dans le dos. Et donc, les populations africaines, je pense qu'aujourd'hui, sont arrivées à maturité intellectuelle et à maturité politique pour revendiquer chez eux et pour exiger de leur propre chef. Donc, la souveraineté. Et je pense que aujourd'hui, ceux qui sont les primates, c'est pas la France pour moi, ce sont tous ces chefs d'État qui font pas le choix de travailler pour leur peuple, pour leur pays et pour leur souveraineté, et qui pensent qu'ils vont être protégés encore pendant un petit moment par la France. Ceux-là doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre être avec leur peuple ou être contre leur peuple avec la France. Merci Tarek Mami. On va rapidement sortir avec vous en quelques secondes, Luc Michel, en quelques secondes, peut-être sur ce point justement qu'a évoqué les autres panélistes, précisément Gamal Abina, quand il a parlé du chantage que fait donc la France, précisément le président Emmanuel Macron, en ce qui concerne la sécurité dans cette zone. La France dit, si nous partons, nous avons laissé seuls face aux terroristes. Mais ce sont les Occidentaux, Français et Américains, qui ont amené les terroristes. Lavrov, en 2014, il a eu une phrase terrible. Il a dit, on ne peut pas installer les djihadistes au pouvoir à Tripoli et prétendre les combattre au Mali. Les services secrets de l'OTAN, pas seulement les Français, ont des liens étroits avec les terroristes. C'est ce que j'ai appelé, dans une grande interview pour le site Cita Beyrouth, le scénario du diable. Il y a eu un grand procès des filières djihadistes en Europe, à Bruxelles. On a mis en cause dans ce procès la défense, un agent spécial qui n'avait pas été mis en cause des services secrets belges. C'était l'homme qui accompagnait les djihadistes à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Ils partaient de là sans problème vers la Turquie. En Turquie, ils étaient reçus par les services secrets d'Erdogan, le MIT, et on les conduisait en Syrie. Cet homme
C'est le dernier homme qui a vu vivant, la veille de son exécution, le djihadiste Merat, qui est bien connu de tout le monde. Ça vous indique les liens. Autre élément, celui-là, il date de quelques jours. On a démantelé en Centrafrique des cellules, des groupes terroristes apparentés à la Séléka. La Séléka, je le répète en Songo, ça veut dire la base. La base, c'est Al-Qaïda en arabe. Eh bien, on a démantelé donc ces services et on a trouvé des caches d'armes. Dans ces caches d'armes, on a trouvé des missiles anti-chars français Madpad de la dernière génération. Il est censé avoir un embargo sur les armes en Centrafrique et donc les seuls qui pouvaient amener des armes aussi sophistiquées, c'était précisément les Français et les autres armées de l'OTAN. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que les Occidentaux ne sont pas là pour combattre le terrorisme, ils sont là pour se servir du terrorisme, pour faire de l'ingérence, comme ils se servent de la piraterie pour faire de l'ingérence dans le golfe de Guinée et en Somalie. Pas plus qu'il y avait de djihadistes avant la mort de Kadhafi en 2011. C'était des groupuscules marginaux, mafieux. Eh bien, il n'y avait pas de pirates au large de la Somalie ou du golfe de Guinée avant l'effondrement des États de ces régions sur les coups des Occidentaux. Voilà, merci à vous Luc Michel. On va donc prendre la transition, on revient sur le plateau pour aborder la seconde partie de cette émission. Eh bien voilà, on parle cette fois-ci de ces tirs de missiles hypersoniques, une démonstration de force de Moscou face à l'OTAN. En tout cas, c'est l'interrogation. On fera un tour de table pour cette question. Fabrice Béor, je commence avec vous et directement la question centrale qui est d'ailleurs posée ce matin. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces tirs de missiles, la Russie a voulu démontrer ou montrer qu'elle est présente sur tous les fronts, surtout en ce qui concerne ce domaine? Pour encadrer, oui. Le tir de missile qui a été effectué par les forces aériennes russes, c'est un signal envoyé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que depuis, toujours dans le cadre de cette recomposition géopolitique et voyant son hégémonie baisser, les États-Unis sont dans une position de recomposition, de retour en force. Et pour cela, ils sont en train en réalité de se réarmer, puisque bien que, c'est assez amusant d'ailleurs, bien que leur budget officiellement étant pour les années suivantes en baisse, mais en pourcentage on oublie, mais qu'en quantité de dollars investis, il y en a toujours autant, si ce n'est plus. Et les États-Unis, ce sont bien ces pays qui se sont retirés de tous les accords depuis quelques années, de tous les accords de contrôle des armements, et en particulier des missiles. Comprenez que la Russie est assez légaliste. Elle aime bien les accords internationaux basés sur le droit, avec des éléments de contrôle et qui sont respectés évidemment par tous les parties prenantes. Rappelons l'habitude américaine avec ce qui s'est passé en Iran. Ils font un accord et après ils s'en dédisent et ils demandent aux pays qui restent signataires, dans le cas précis l'Iran, d'appliquer donc les éléments de cet accord, alors qu'eux-mêmes en sont sortis et rajoutent des sanctions qui étaient en réalité qui n'étaient pas encore présentes dans cet accord. Donc nous sommes dans une situation effectivement où nous avons un partenaire, comme on dit d'un point de vue diplomatique, pour ne pas employer un lexique plus vulgaire, américain, qui ne tient pas, on va dire, ses paroles et qui ne comprend que le langage de la force. Donc, la Russie a démontré aux États-Unis, d'une manière succincte, qu'elle était en capacité de détruire les satellites. Et nous avons vu à ce moment-là toute la presse occidentale, oui, mais ça fait des milliers de débris et qui est un danger, c'est une horreur. Alors, plusieurs éléments. Oui, c'est un danger. Tous ces débris dans le monde sont un danger. Mais je rappellerai que les États-Unis, j'ai noté ça en 2008, officiellement ont fait également un tir contre un missile. Là, ça ne devait pas être un danger, je pense, parce que c'est un missile américain. Si c'est un missile russe, c'est un danger. Vous savez, c'est comme les
les gentils islamistes à Tripoli, donc comme ça a été dit, et puis les méchants islamistes au Mali. C'est pareil, c'est à géométrie variable. C'est comme en France, hein, il y a des référendums qui sont bien et puis des référendums qui ne sont pas bien. Voilà. Enfin, généralement, ils ne sont pas bien, puisque quand le peuple vote, c'est pas très intéressant, évidemment, pour certaines classes politiques. Mais revenons à nos moutons. Je rappellerai quand même que les États-Unis ont une navette qui s'appelle la X-37B. C'est quoi? Ça ressemble à un avion qui, en fait, reste dans l'espace pendant plusieurs mois et qu'on dit, mais c'est pour des recherches spatiales, mais sous secret défense. Donc, comprenez bien que les États-Unis, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, que la Russie ait tiré ce missile, en fait, il faut le prendre en compte comme un élément de rapport de force avant une négociation. Et les Américains ne comprenant que le rapport de force brutal, la Russie leur a démontré d'une manière brutale qu'ils en avaient les moyens, comme les missiles qu'ils ont hypersoniques ou subsoniques, les nouvelles armes que les Russes ont qui mettent en péril la supériorité même maritime des États-Unis ou même de leur position antimissile. La Russie a démontré qu'elle était aussi en capacité d'aller empêcher les communications par satellite qui sont essentielles dans les communications des armées modernes. Rappelons-nous que c'est peut-être également, mais ça on le saura certainement dans quelques mois, dans quelques années, que c'est peut-être un élément effectivement de négociation par rapport à la volonté américaine affichée et présente et qui normalement doit monter en puissance d'armer et de positionner de nouveau des armes nucléaires en Pologne, en Roumanie. Ils aimeraient bien évidemment en Ukraine, ils aimeraient bien choper également la Biélorussie. Et ça, c'est des lignes rouges que la Russie est en train de montrer qu'il ne faudrait pas franchir, puisqu'ils ont essayé de franchir certaines lignes rouges. La réaction de la Russie a été de soutenir la volonté populaire en Crimée. Si, évidemment, les Occidentaux iraient plus loin, la Russie a démontré qu'elle avait les moyens de sa politique, c'est-à-dire de réponse à une agression militaire. Est-ce que maintenant, au Pentagone, aux États-Unis, puisque c'est eux qui décident, il y aura intelligence pour entrer dans une négociation? Personnellement, je n'y crois pas, puisque les États-Unis ne sont pas dans une position de stabilisation, ils sont dans une position plutôt agressive. Même si effectivement leur obsession actuelle est la Chine, il n'empêche que dans leur géopolitique, la Russie reste toujours le cœur du monde, le cœur de l'Eurasie, et que qui contrôle le cœur de l'Eurasie contrôle le monde. Regardez une carte, vous allez vite comprendre d'un point de vue géostratégique, allons-nous dire. Et c'est peut-être également en cela que je pense que, et avec le discours néoconservateur, que nous sommes dans une situation où on est en train de monter, la tension est en train de monter, même si la Russie le fait d'une manière intelligente et utilise tous ses outils à sa disposition, et en particulier la diplomatie. Je crois que les Européens n'ont aucune volonté, de toute façon, ils ont plus peur de quoi que ce soit. La décision se passe à Washington, au Pentagone, mais est-ce que la raison l'emporte sur leur conception politique? Vu la situation économique et que la guerre a toujours été positive aux États-Unis et que dans la stratégie américaine, il y a l'emploi d'armes nucléaires d'une manière tactique, c'est-à-dire on va faire des petites bombes nucléaires d'une manière tactique, mais c'est-à-dire qu'on emploie de nouveau la bombe nucléaire. Je ne pense pas que nous sommes dans une situation effectivement où on peut parler à la raison, mais au moins on peut parler aux sentiments, et les sentiments que les États-Unis peuvent comprendre, c'est le rapport de force, la peur également de subir des dégâts chez eux, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, les États-Unis n'ont aucun moyen d'intercepter certains missiles russes, si tant est que la Russie voudrait atteindre les États-Unis. Nous sommes dans cette situation de rapport de force, et je pense que ce n'est pas le premier élément que nous allons voir. Nous sommes dans un siècle qui bouge, et qui bouge beaucoup dans tous les domaines, économiques, philosophiques, dans tous les domaines, et géopolitiques bien évidemment. Et en attendant de retrouver une stabilité, nous sommes dans une position évidemment d'instabilité globale. L'Afrique n'échappe pas à cette règle, mais croyez pas que l'Europe soit également le royaume de la stabilité. Bien au contraire, nous sommes dans une situation d'instabilité globale. C'est bien cela, la situation dans laquelle on se trouve. Mais la Russie a simplement démontré qu'elle était prête à monter d'un cran s'il le fallait. C'est la seule politique que comprennent de toute façon les États-Unis.
Merci Fabrice Béor. Je vais poursuivre avec vous, Tarek Mami, sur la question. Alors, comment est-ce que vous interprétez cet acte de la Russie, cette opération? On rappelle, hein, Fabrice Béor l'a également signalé, la communauté internationale qui a condamné cette opération et parle d'un acte hyper dangereux. Donc moi, ça va être ma dernière intervention parce que je dois partir pour des raisons personnelles et je m'en excuse à l'avance. Moi, il y a un mot qui me fait, je sais pas quel gamin connaît la formule, je sais pas quel homme politique quand il dit quand j'entends, je sais pas quoi, je crois que c'était culture, je sors mon pistolet. Moi aujourd'hui, quand j'entends le mot communauté internationale, ce n'est pas mon pistolet que je sors, mais c'est mon stylo pour dire Kezako, c'est quoi ce gros machin, la communauté internationale. Allez dire aux Palestiniens, la communauté internationale. Allez dire au Rwanda, quand ils étaient en train de se faire massacrer, la communauté internationale. Allez dire aux Ouïghours, qu'est-ce que c'est que la communauté internationale. Allez dire donc aux Birmans musulmans la même chose. Il n'y a pas de communauté internationale. Il y a la communauté qui détient la force au moment où on part. C'est la loi des empires. On a voulu, l'humanité a voulu, à travers la SDN et puis avec l'ONU, construire un gros machin, comme disait le général de Gaulle, pour essayer d'apaiser donc les tensions entre les uns et les autres. Mais en réalité, nous sommes aujourd'hui comme le jour de la naissance de l'homme. L'homme restera un loup pour l'homme. C'est quelques-uns qui essayent donc de faire du Gandhi au Mandela. Entre les deux, la Russie aujourd'hui a compris, depuis l'humiliation de la chute du mur de Berlin, qu'avec les Américains, il n'y a qu'un seul langage qui marche, c'est le langage de la force. Les Américains ont été chercher l'ours soviétique en Afghanistan pour des raisons stratégiques et pour raisons de proximité et de défense nationale. L'Union soviétique est allée en Afghanistan. Qui a traversé les mers et les océans pour aller faire la guerre par, à l'époque c'était les Moudjahidines, donc c'était positif, musulmans, à aller faire la guerre aux Russes. Ben, c'est bien les Américains. Donc les Américains sont un boxeur de 120 kilos qui veut bien se battre sur un ring à condition que le combattant en face ne pèse que 60 kilos et ne se bat qu'avec une seule main. Tant que ça marche comme ça, c'est la communauté internationale. Dès que les choses se tournent, ou dès que le combattant en face pèse aussi 120 kilos, et qu'il a aussi deux mains pour se battre, là, on dénonce. Qu'est-ce qu'on dénonce? On dénonce un tir qui envoie plus un message que l'efficacité de l'action. Ça veut dire, la Russie dit aujourd'hui, si vous venez nous chercher, vos missiles, on peut les détruire à partir d'ici, et on peut envoyer nos propres missiles. Donc, aujourd'hui, la politique a toujours été un rapport de force. Donc, où les deux puissances, à certains moments, trouvent leur équilibre et puis se parlent, et là, on redevient à ce qu'on appelle la diplomatie, où l'une des parties se croit trop forte, et la partie qui est effectivement forte, mais dont on dit qu'elle n'est pas forte, résiste et prouve sa force. Et ce tir de missile ne peut s'exprimer que comme un message politique et non pas comme un message militaire donc russe pour les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est pas gratuit. Si les États-Unis ne veulent pas que l'Iran ait éventuellement une bombe nucléaire. C'est pourquoi? Parce que un Iran avec une bombe nucléaire à côté d'Israël, ben Israël ne peut plus faire la tentative de bandit qu'elle fait à droite et à gauche. Et donc, ce tir doit être compris, et il a été compris par les Américains pour ce qu'il est. C'est une réponse, j'aime pas les mots, mais c'est comme ça, c'est une réponse préventive à ce qui peut arriver si les Américains continuent à marcher. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit tous tout à l'heure, tout le monde lit quand il veut lire, tout le monde comprend quand il cherche à comprendre, on ne peut plus dissimuler, et les mensonges de l'armée irakienne qui aurait été en Irak pour prendre les billets, les petits bébés koweïtiens pour jeter par terre, juste pour prendre les couveuses, pour les amener donc à Bagdad, et le mensonge de Powell à l'ONU avec une fiole, voilà ce qui prouve la bombe nucléaire irakienne, ne marche plus sur le peuple. Donc aujourd'hui, cet Occident peut faire ce qu'il veut comme les gens ont assez de sources d'informations, on appelle certaines réinformations, écoutent les uns les autres, écoutent votre télévision
toute la semaine, et notamment ces différentes émissions en géopolitique, prennent des éléments de langage, prennent des éléments de compréhension, vont chercher un peu plus loin que ce que nous leur disons, nous, comme chroniqueurs dans cette émission, se font leur propre avis, et on ne les prend plus pour des dupes. Et si nous, peuple, si nous, chroniqueurs, on a compris ça, vous imaginez ce que peut comprendre M. Poutine ou le président chinois ou le président iranien avec les éléments d'information qu'ils ont. Donc pour moi, c'est un tir message politique. On se met autour de la table pour signer, parce que je vous rappelle que tous les accords sur la destruction de missiles signés entre l'Union soviétique de l'époque et les Américains sont pratiquement tombés en désuétude parce que les Américains ne respectent pas leur propre engagement et leur signature. Il y a quelqu'un qui avait dit je sais qui c'est, mais je ne veux pas le rappeler, qui avait dit que l'accord qui nous est proposé ne vaut pas la valeur de l'encre avec laquelle il a été écrit. Et les Américains agissent toujours comme ça. Ils signent les accords, et comme disait Pasqua et quelques autres en France, les promesses et les accords signés par les Américains n'engagent que ceux qui les lisent de l'autre côté, ils n'engagent jamais les Américains. Voilà, merci à vous Tarek Mami, merci d'avoir été avec nous, passez une très bonne journée. Nous on poursuit ici avec nos invités. Luc Michel, alors finalement la guerre froide, toujours d'actualité dans un contexte géopolitique, la Russie d'un côté, l'OTAN en tout cas en ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la question stratégique des missiles hypersoniques. Les missiles hypersoniques sont en train de fondamentalement changer la géostratégie mondiale. J'entends souvent sur les plateaux d'Afrique Média une grossière erreur, c'est de croire que les missiles hypersoniques, c'est une invention russe et que la Russie aurait une espèce de supériorité stratégique. En fait, ce sont les Américains qui ont créé les missiles hypersoniques. En 2018, le lobby militaro-industriel américain, via des firmes d'investissement, a dit « investissez dans la militarisation de l'espace, il y a de l'argent à gagner pendant le prochain demi-siècle ». En 2019, en juillet 2019, le plus grand des géopoliticiens américains actuels, George Friedman, l'ancien patron de Stratfor, a proposé une réforme de la doctrine navale des États-Unis, utilisant justement les missiles hypersoniques dans la guerre navale. Tous ces milliardaires qu'on nous présente comme sympathiques, les Elon Musk, le patron de Virgin, qui font soi-disant la course civile à l'espace, en fait, ce sont les partenaires du Pentagone et de la NASA. Ils sont en train de mettre au point des technologies militaires pour faire la guerre demain dans l'espace. Le voyage des touristes, par exemple, dans la stratosphère, il vise à mettre au point des navettes de combat pour des courtes missions. Dans un livre qui s'appelle The Next Frontier, qui a été publié il y a une dizaine d'années, George Friedman, toujours lui, il consacrait des chapitres à cette militarisation de l'espace. À l'époque, c'était un discours de science-fiction, mais aujourd'hui, la technologie fait que la science-fiction, elle a rejoint la géopolitique. Friedman, par exemple, il évoquait le détournement d'astéroïdes à des fins de frappe militaire. Dans quelques semaines, la NASA, justement, s'apprête, sous prétexte, justement, de programme de défense civile, à détourner un astéroïde qui s'apprête à frapper la Terre. Les Russes, évidemment, à la surprise des Américains, ils ont développé des missiles hypersoniques qui rivalisent avec les missiles américains. Ils sont capables de frapper dans l'espace et ils sont capables de neutraliser les armes américaines. C'est cela la signification de ce missile de ce satellite russe qui a été frappé par un missile hypersonique. C'est un avertissement géopolitique aux États-Unis. On se rappellera qu'il y a quelques mois, la Corée du Nord, de la même façon, avait lancé un missile hypersonique en indiquant aux Américains « Nous ne sommes pas dépassés stratégiquement et technologiquement, nous pouvons rivaliser avec vous ». Tout cela conduit, évidemment, à une militarisation de l'espace et une course aux armements de l'espace qui est lourde de menaces de guerre. En 2018, Trump avait d'ailleurs franchi le pas puisqu'il avait créé une nouvelle arme à côté de l'Air Force, de l'US Navy et de l'US Army.
il avait créé l'armée spatiale américaine. Ça a été le premier à le faire. C'est lourd de menaces pour la prochaine guerre. Il n'y a pas seulement la menace de l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, il y a la menace de cette militarisation et de cette guerre de l'espace. Michel Gamal Abinan va donc sortir aussi avec vous de cette seconde thématique. Votre analyse en ce qui concerne la question? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais juste rajouter un peu d'histoire dans le débat. Monsieur Mami a fait référence à un homme politique allemand très connu, nazi, qui s'appelait Baldur von Schirach, qui disait effectivement, lorsque j'entends parler de culture, je sors mon pistolet. Donc il citait en cela un auteur de pièces de théâtre et il se moquait. Le maréchal Göring, en fait. Non, c'est Baldur von Schirach. Ça, je vous confirme, je suis expert sur la question. Je suis sûr que c'est le maréchal Göring. Ah bon, vous vérifierez. Dans un discours Reichstag. Je vous donnerai la référence. Il le disait en plaisantant devant les jeunes nazis, puisque c'était le chef des jeunesses hitlériennes. Donc, il fait référence à un auteur de pièces de théâtre. Mais bon, ça, on en discutera plus tard. Donc, en substance, il faut se rappeler deux choses. La première, c'est qu'on parle aujourd'hui de missiles hypersoniques. Les Chinois aussi ont des planeurs hypersoniques. Effectivement, les Coréens ont développé leurs propres missiles et les Américains les avaient développés avant. Alors, ce qui se passe dans cette course aux armements qui remet au goût du jour cette fameuse guerre froide, puisqu'aujourd'hui, on est en guerre tiède. Donc, on se rapproche de plus en plus d'une tension extrêmement exacerbée entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Quand je dis l'Est, évidemment, c'est Corée du Nord, Chine, Iran et bien sûr Russie. Donc, historiquement, les Russes n'ont jamais été en retard dans le domaine militaire. Ils étaient toujours en concurrence avec les États-Unis. Ça a commencé par la trouvaille extraordinaire d'un homme qui avait eu des capitaux limités pour développer ces fameux missiles et qui s'appelait von Braun. Donc, von Braun, c'est le père du programme spatial américain, mais c'est aussi le père des premiers missiles V1 et V2 qui ont servi à terroriser les Anglais vers la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Donc, von Braun a été récupéré par les Américains avec tout ce matériel de recherche et ils ont bien pris soin de ne pas détruire les bases les usines qui développaient ces missiles, particulièrement l'usine souterraine de Dora, dans le but de connaître les techniques développées par les nazis qui étaient les plus avancées au monde. Car l'Allemagne, rappelons-le quand même, l'Allemagne nazie était le pays le plus technologiquement avancé. Ils ont inventé les missiles, mais ils ont inventé aussi les avions en réaction. Donc les Allemands avaient une longueur d'avance sur tout le reste du monde. Quand les Américains font main basse dessus, les Russes ne récupèrent que des poussières de savants et surtout de matériel militaire. Après, il y a une guerre froide qui s'opère entre les deux pays. Il y a une course à la guerre, et d'ailleurs, c'est très amusant en tant qu'ils trouvent que le fait que les Russes abattent leurs propres satellites, c'est la guerre, la fameuse Star Wars que les Américains avaient lancée sous Reagan. Il faut se rappeler quand même que c'est les Américains qui ont commencé la guerre des étoiles, en reprenant le titre du film de Lucas. Eh bien, lorsque les Russes abattent leurs satellites, ils oublient, les Américains, qu'ils avaient fait sauter une bombe atomique en basse atmosphère et que ça a été la panique dans les années 60, parce que les Américains jouaient avec la bombe atomique. C'est le seul pays au monde à avoir, rappelons-le encore une fois, utilisé par 2 fois la bombe atomique contre le Japon en 45, les 6 et 9 août 1945, pour détruire le Japon et stopper l'avancée des Russes. C'était ça le but de la guerre. En aucun cas d'arrêter la guerre, mais de stopper les Russes. Donc, effectivement, cette guerre des étoiles qui est en train de revenir au goût du jour, cette guerre avec des missiles hypersoniques, est une concurrence qui ne s'est jamais arrêtée entre les deux grands blocs russo-chinois et américains, et c'est poursuivi de façon acharnée, en dépit du fait que les accords SALT I et SALT II, qui devaient conditionner la réduction de l'arsenal nucléaire, n'ont pas été respectés par les Américains. Et c'est bien que M. Michel rappelle effectivement, Luc Michel, que les Américains ne respectent jamais leurs accords. Par exemple, l'accord qui avait été signé avec l'Iran sur le programme nucléaire ne concernait pas les missiles. Mais étrangement, quand Trump arrive au pouvoir, eh bien la signature d'un État américain ne vaut pas grand-chose, on le sait déjà. Il revient sur les accords qui sont signés par un État, donc un homme a été capable de revenir sur les accords d'un État, ce qui est quand même assez extraordinaire, et pousse le maximum d'avantages pour les Américains pour empêcher que les Iraniens puissent développer des missiles de moyenne et longue distance, qu'ils maîtrisent déjà. Shahab 1, Shahab 2, bref, il y a toute une collection de missiles que les Iraniens ont développés. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque les nazis en 45 inaugurent la guerre des missiles et que les Américains font main basse sur ce système-là, le monde a compris que les guerres ne seront plus des guerres de tranchées, des guerres de position, mais des guerres qui se feront par le ciel. L'aviation, bien évidemment, mais surtout les missiles qui frappent durement. Lorsque les Iraniens cherchent à sanctuariser leur territoire, c'est encore une fois avec l'usage des missiles, puisqu'ils n'ont pas les possibilités de pouvoir développer un armement très lourd. Et maintenant, pour revenir à la Russie est une très grande puissance industrielle que les gens ont oublié. On a l'impression que les Russes sont émergés dans les années 20, non, c'était déjà le cas avant. La Russie est une énorme puissance industrielle avec une armée conventionnelle qui est la plus puissante au monde.
C'est celle qui a vaincu les nazis et largement vaincu les nazis. C'est celle qui peut envahir en même pas une semaine toute l'Europe occidentale et les Américains le savent. Mais c'est surtout une armée pléthorique qui dispose d'un matériel conventionnel considérable. Et en plus de cela, l'armée russe bénéficie d'ogives nucléaires dans des quantités hallucinantes. On n'a jamais plus chiffre tellement il est énorme face à des Américains qui sont en infériorité de ce point de vue aussi. Alors, les États-Unis ont 600 milliards de dollars de budget militaire, mais ils sont inquiets parce que les Russes ont pris une longueur d'avance en termes d'occupation de l'espace. L'Amérique avait lancé le programme spatial le programme spatial guerrier Star Wars pour créer un bouclier aérien. C'était un bluff, mais bon, les Russes sont tombés dans le panneau en faisant croire qu'ils pourraient empêcher, avec des missiles patriotes, avec un système de dôme, à empêcher tout missile nucléaire russe d'arriver sur le territoire. On s'est rendu compte bien plus tard que c'était un mensonge, mais ça a fonctionné. Ça a fragilisé les Russes qui ont concouru à cette guerre comme ça de surpuissance. Les Russes se sont éteints pendant quasiment 10 ans sous l'ère de l'autre alcoolique que je ne vais même pas nommer tellement j'avais du mépris pour le personnage. Et avec l'arrivée de Poutine, il y a eu un retour, je parlais d'Eltsine, il y a un retour en puissance de la Russie qui non seulement se redéploie sur un plan militaire, a stoppé l'avancée de l'OTAN effectivement dans le Donbass et en Ukraine, a stoppé littéralement cette espèce d'effritement de la fédération russe avec la guerre qui s'est produite en Tchétchénie et dans la région musulmane de Russie, mais surtout a stoppé l'avancée américaine en Syrie, en Afrique, puisqu'il y a une bataille aussi sur l'Afrique, pas l'oublier, même si les Français sont aux avant-postes, les a stoppés partout. Et ce signal fort que les Russes ont lancé avec ce missile hypersonique qui a détruit un satellite, c'est de dire aux Américains, vous aviez lancé la guerre froide avec l'époque Reagan, pour nous fragiliser, nous vous démontrons que maintenant la guerre de l'espace, nous la maîtrisons aussi. Alors il faut savoir que ces missiles hypersoniques, qui s'appellent Zircon, ont une puissance, une vitesse de Mach 7, c'est considérable. C'est-à-dire que le temps de réaction de l'adversaire est absolument impossible à calibrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrer ce missile, on ne peut même pas le voir arriver, et s'il est porteur d'une ogive nucléaire, évidemment, c'est un massacre. Alors aujourd'hui, la Russie a repris enfin une avance technologique qu'elle avait, elle n'a pas vraiment perdu en vérité, puisqu'elle a déjà investi les premiers l'espace. Il ne faut pas oublier que les Russes ont été les premiers à envoyer un chien dans l'espace puis un homme. Donc les Russes n'ont jamais été en retard sur le plan militaire, on l'a toujours suivi, ils ont toujours été en retard malheureusement sur le plan civil, dans l'industrie civile, et les Russes ont démontré aux Américains qu'ils pouvaient les frapper où ils voulaient, quand ils voulaient. Ce n'est pas une arme à proprement parler offensive, parce que c'est une arme de dissuasion, mais cette arme-là a été un signal très fort politique aux Américains pour leur dire maintenant, on arrête le débat, on arrête de se redéployer, on vous montre que nous sommes aussi présents et qu'on peut frapper chez vous. Le 11 septembre, évidemment, en comparaison, c'est quasiment une plaisanterie. Donc c'est vrai que les Russes sont présents, ont démontré par ce tir qu'ils sont en mesure de maîtriser une frappe dans l'espace qui est extrêmement difficile et qui sont donc en mesure de maîtriser une frappe dans n'importe quel endroit de la Terre. Voilà, merci à vous Gamal Abina. On prend la transition ensuite, on revient pour la dernière partie de cette émission. Eh bien voilà, c'est donc l'actualité géopolitique. On parlera, ce sera avec vous Fabrice Beyor, Gamal Abina et bien sûr Luc Michel. Je vais commencer par vous Fabrice Beyor. Avec vous on parle des sanctions de la CEDEAO, la communauté ouest-africaine, contre 150 personnalités maliennes, bien sûr, en rapport avec la gestion de la transition de ce côté-là. Et bien sûr, la CEDEAO estime que le gouvernement actuel, le gouvernement de transition, ne met pas tout en œuvre pour pouvoir respecter l'échéance électorale, c'est-à-dire en février 2022 pour organiser l'élection. On rappelle donc que le Premier ministre Shogel Kokala Maïga est donc concerné par ces sanctions, entre autres interdiction de sortie et bien sûr gel des avoirs, ce qui touche également les membres de leur famille. Alors quel impact dans le processus de transition? Fabrice Beyor. Alors, avant de revenir vers vous, Fabrice Beyor, on a des petits soucis apparemment de connexion. Gamal Abina, peut-être on va évoluer avec vous sur une autre thématique. On gardera l'autre lorsque Fabrice Beyor va nous retrouver. Avec vous, on parle de l'Iran et bien sûr la Turquie. On nous dit que les deux pays
affirment vouloir développer leurs relations. Alors, de quoi s'agit-il? Quel impact, bien sûr, regarde dans, on va dire quoi, la géopolitique mondiale? L'Iran, on sait ce que représente l'Iran, bien sûr, et aussi la Turquie. Alors, oui, quand il dit ça, évidemment, c'est encore un vœu pieux, on dira, et en même temps, c'est une réalité. La Turquie et l'Iran, je resitue très rapidement parce que c'est un peu long, la Turquie et l'Iran sont de très grands empires. L'empire d'un côté perse, l'empire perse qui a une singularité historique, qui a quasiment 6000 ans d'histoire, et en face de lui, l'empire musulman qu'on appelle l'empire ottoman. Donc c'est le dernier califat musulman qui était en place dans la région, qui est tombé en 1923, après l'arrivée d'Atatürk au pouvoir. Et ces deux empires se sont toujours fait face pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, puisque d'un côté, vous avez une majorité sunnite avec tout un tas de petites autres religions qui existent du côté de la Turquie. Et de l'autre côté, l'Iran, c'est pareil, qui est une composition de myriades de petits peuples, arabes dans le sud, on trouve des Perses, on trouve des Afghans, on trouve un peu tout un tas de petites communautés et de petites religions comme ça qui préexistaient à l'islam. Donc les sunnites turcs face aux chiites iraniens, c'est deux grands empires qui se font face. Le sentiment qu'on a général, c'est que dans les années 80, on a poussé l'Irak de Saddam Hussein à attaquer l'Iran de ce qu'on appelait la monarchie iranienne, donc après la révolution islamique de 79. En 80, Saddam Hussein fait la guerre à l'Iran, une guerre qui devait durer éternellement, c'était l'espoir des Occidentaux. Pourquoi? Parce que Saddam Hussein prétendait protéger la péninsule arabique d'une invasion de ces chiites iraniens qui à l'époque n'étaient pas d'ailleurs vus comme des chiites, mais surtout comme des musulmans radicaux. C'est une guerre qui dure 8 ans, qui prend fin en 88, et après en 90, on se rappelle ce qui se passe avec l'Irak. Une fois qu'on a utilisé l'arme Saddam Hussein, on va détruire l'Irak et Saddam Hussein avec, qui était déjà surarmé et qui avait beaucoup de prétentions hégémoniques régionales. Aujourd'hui, les prétentions hégémoniques régionales sont exercées particulièrement par la Turquie d'un côté, qui se voudrait, avec son pan-islamisme, frère musulman, qui se voudrait le leader du monde arabe et qui a tenté d'ailleurs avec la Syrie et la Libye en soutenant les factions frères musulmanes, et le Qatar, qui est un allié turc, qui a tenté de placer ces éléments de politique influents, donc des hommes qui leur seraient favorables au pouvoir. Et de l'autre côté, vous avez l'Iran, qui est plutôt dans une perspective de redéploiement, alors ça a été dénoncé par les Américains, pan-chiite, on dira, avec le Hezbollah d'un côté, avec Assad qui est un courant chiite aussi, avec les Houthis en Arabie Saoudite, dans le sud de l'Arabie, pour être très précis, l'Arabie heureuse, et surtout avec l'Irak qui est majoritairement chiite, 60%, le Bahreïn qui s'est manifesté, 60% de chiites, le nord de l'Arabie, 40% de chiites. Bref, l'idée que les mouvements chiites seraient pour l'Iran une expression naturelle à l'étranger. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que Khomeini voyait une révolution islamique et non pas une révolution islamo-chiite, mais aujourd'hui on voit avec Brzezinski qui a dit qu'il y avait un arc chiite qui s'était développé et Abdallah de Jordanie, on voit qu'effectivement le courant chiite semble l'emporter sur un plan idéologique et qui défend ses intérêts. Donc l'Arabie saoudite a été défaite littéralement par les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen. L'Arabie saoudite a essuyé un cuisant échec avec le Qatar qu'elle voulait envahir quand les Iraniens et les Turcs se sont mis d'accord pour empêcher l'invasion, puisque les Turcs ont envoyé 5000 hommes le lendemain au Qatar pour protéger cet allié. L'Arabie saoudite a été défaite en Syrie, puisque tous ses alliés Nosra et autres mouvements djihadistes ont été effectivement défaits. Et donc aujourd'hui, l'Arabie saoudite n'est plus le fer de lance américain dans la région, n'est pas un allié solide, c'est un allié assez léger sur le plan militaire, ils sont pas très très forts, et puis surtout ce sont des gens qui ont une idéologie mortifère, on le sait déjà, puisque la plupart des groupements radicaux sunnites viennent d'Arabie, et le versant, donc l'Arabie c'est le wahhabisme, et l'opposé du wahhabisme c'est les frères musulmans. Ce sont deux familles politiques, islamo-politiques, qui se détestent cordialement pour des raisons historiques très anciennes, qui sont liées à l'exode des frères musulmans d'Égypte vers l'Arabie à l'époque et qui ont dû partir après au Yémen. Donc tout cela fait qu'on a deux blocs antagonistes, d'un côté la Turquie et de l'autre côté l'Iran, qui se font une concurrence farouche sur le terrain de l'islam politique. Et à côté de ça, on a aussi un rapport de défiance entre la Turquie, qui n'est pas toujours d'accord avec l'OTAN, loin s'en faut, qui a été sabotée dans son économie depuis 4 ans, puisqu'on a tenté d'assassiner le président Erdogan et que maintenant on sabote l'économie turque avec une lire qui est en train de littéralement de chuter semaine après semaine. Et on a un Iran qui est saboté dans son économie aussi, puisque les Américains font un embargo farouche qui va jusqu'aux échanges pour les rapports financiers et pétroliers. Donc l'Iran est en difficulté actuellement économique et ces deux pays se rapprocher sur des questions sur lesquelles ils convergent. La question des Kurdes en Irak
parce que ni l'Iran ni la Turquie ne veulent entendre parler d'un État turc, pour des raisons internes, chacun a une minorité turque. Ensuite, la question de l'Afghanistan, parce qu'effectivement, il y a un trafic de drogue endémique avec l'Afghanistan qui arrose le nord de l'Iran et qui voudrait passer aussi en Turquie. L'Iran et la Turquie partagent 500 km de frontières et la Turquie a commencé à construire un mur pour empêcher le passage des Afghans qui veulent fuir le mouvement taliban qui n'est pas non plus très proche des Turcs ni des Iraniens. Donc ils ont des intérêts convergents, ils ont des ennemis communs, ils ont des ambitions qui sont divergentes. Et ce qui fait donc ces ennemis communs en substance, c'est l'Arabie Saoudite et le wahhabisme, ça les deux sont d'accord là-dessus. Leur ennemi supposé idéologique, bon, Israël évidemment pour l'Iran, moins pour la Turquie, même si souvent il y a des sorties d'Erdogan pour dire qu'il veut rétablir le califat turc contre Israël, mais ça c'est des effets d'annonce pour endormir sa population. Mais dans les faits, les deux pays ont intérêt à se mettre d'accord pour se partager entre guillemets la zone d'influence dans la région. Ces deux pays sont non pas directement des ennemis des États-Unis. Oui, l'Iran est un ennemi des États-Unis, mais par contre, la Turquie est de plus en plus mal perçue par les États-Unis. Donc, tous ces deux pays ont intérêt à se mettre d'accord, alors qu'ils ne sont pas vraiment d'accord sur le fond, mais au moins, ils sont d'accord sur une chose, c'est qu'ils sont tous les deux en danger économique et en danger politique. Alors, l'Iran a gagné ses guerres, enfin, ses soutiens militaires en Irak, en Syrie et chez les Houthis, et a renforcé le Hezbollah au sud Liban. La Turquie a perdu en Libye, même si ça s'arrange un peu, mais a perdu en Syrie et a perdu dans ces zones d'influence qu'ils espéraient dans toute la péninsule arabique. Il ne reste que comme allié faire réellement le Qatar. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, ils ont intérêt à se mettre d'accord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire que ce rapprochement irano-turc, qui est un rapprochement qui a d'ailleurs été favorisé par l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2002, est un rapprochement qui est un rapprochement de circonstances et surtout un rapprochement de gens qui aujourd'hui sont devenus, enfin des dirigeants politiques qui sont devenus des pragmatiques. Ils connaissent le danger à ne pas être d'accord. Ils savent ce qui s'est passé durant la guerre de 8 ans entre l'Iran et l'Irak qui a été catastrophique. Et puis Erdogan doit très mal vivre le sentiment qu'il a été instrumentalisé aussi par les États-Unis et qu'on a voulu l'assassiner en 2016. Parce qu'effectivement, une fois qu'Erdogan a fait son travail en Syrie, en Libye, un peu partout en Égypte, il a perdu aussi en Égypte d'ailleurs, il faut le rappeler. Une fois qu'Erdogan a été instrumentalisé, eh bien Erdogan, c'est un outil qu'on peut casser. Voilà, c'est la raison pour laquelle essentiellement il se rapproche. Et je pense qu'il y aura, ça veut pas dire que ça se passera très bien, mais je pense que sur un plan géopolitique, il va y avoir de grands changements dans la région si ces deux pays qui ont su se mettre d'accord sur la question du Qatar démontrent qu'il n'y a pas de fracture entre le sunnisme et le chiisme. C'est ça la plus grande idéologie, la plus impressionnante et la plus violente pour les États-Unis, c'est que cette idéologie qui faisait croire qu'il y avait une différence entre les 80% de chiites et les 20% de sunnites. Allez, c'est le contraire, les 80% de sunnites et les 20% de chiites, que cette fracture idéologique semble être dépassée avec l'alliance entre la Turquie et l'Iran, si celle-ci se maintient bien évidemment. Voilà, donc en substance, ce que je peux vous dire par rapport à ces relations entre ces deux États. Merci Gamal Abina, on rappelle qu'on reviendra bien sûr sur cette thématique, certainement dans nos prochaines éditions. Alors je vais donc définitivement sortir avec vous. Luc Michel, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, appelle à la création d'un nouveau deal entre l'Afrique et bien sûr l'Europe, des propos qui rappellent en tout cas celle du président français Emmanuel Macron. On se souvient mi-2021, du moins à l'occasion du sommet sur le financement des économies africaines, bien sûr à l'initiative du président français, Emmanuel Macron parlait déjà d'un New Deal avec l'Afrique. Il faut retenir quelque chose, c'est le point central de l'analyse, c'est que la France est sur la défensive. Ce n'est pas un discours de vainqueur, c'est un discours qui copie les axes d'une politique qui est conçue par d'autres. Le New Deal, il a été défini au mois de mai dernier par le président de la Commission européenne, Charles Michel. Je voudrais dire un mot sur la famille de Louis Michel, le commissaire européen, et Charles Michel, président de la Commission européenne, ancien Premier ministre belge. Nous ne sommes pas parents, c'est une homonymie, et j'en suis fort aise. Les Michel, c'est 40 ans de pouvoir à la tête de la Belgique et de l'Europe, et ce sont les créateurs de ce qu'on appelle les réseaux du Parti libéral belge en Afrique. Un journaliste bruxellois appelait ça la France-Afrique à la belge. Donc, en mai dernier, il y a eu un appel lancé par Charles Michel. Il a été malheureusement signé par une trentaine de chefs d'État africains, dont Paul Biya, mais les premiers signataires étant Macron et Kagame. Que dit Le Drian? Le Drian se rend compte que la France, elle a perdu les cœurs et les esprits des populations africaines
et elle essaye de proposer un partenariat sympathique. Ennemi désigné, Le Drian l'a exposé lui-même hier, la Russie et la Chine, dont Le Drian dit qu'ils ont toutes les audaces et tous les culots. C'est la vieille parabole de la paille et de la poutre. La France, qui a la poutre dans l'œil, ose critiquer la paille dans l'œil des Chinois et des Russes. Mais que fait Le Drian? Il ne s'oppose pas seulement aux Russes et aux Chinois. Tout d'abord, pourquoi copie-t-il ce projet de la Commission européenne? Parce que la France veut garder le leadership européen sur l'Afrique alors qu'il est en train de le perdre, notamment au profit de l'Allemagne de Mme Merkel, alliée des États-Unis dans ce projet. Mais je l'expliquais au début de cette émission, la géopolitique en Afrique, ce n'est pas un grand échiquier, c'est un billard à 3 bandes. La troisième bande, c'est les États-Unis. Ce n'est pas un hasard si Le Drian s'est exprimé hier sur ce sujet, au moment où le ministre des Affaires étrangères américain est en Afrique, Anthony Blinken, où il vient justement proposer lui-même un New Deal. Le New Deal, c'est l'expression qui avait été créée par Roosevelt au début de sa présidence. C'est un concept typiquement américain. Que fait Blinken en Afrique? Il est d'une part en train d'essayer d'arracher la CEDEAO des mains des Français et des Marocains avec l'aide du Nigeria. Blinken est aussi en train d'essayer de grand lancer un super printemps arabo-africain. Derrière le New Deal de Le Drian, il y a le sommet de Montpellier. Le sommet de Montpellier, c'était un clone du sommet USA-African Leader d'Obama en août 2014. Et le New Deal, évidemment, qui est proposé, c'est une copie des projets américains. On va même jusqu'à copier la colonne vertébrale de ce projet. Blinken est en Afrique pour relancer les YALI, Young African Leader Initiative, c'est-à-dire la 5e colonne africaine d'Obama. Mais au sommet de Montpellier, Le Drian et Macron ont lancé le panafricanisme 2.0 à grand renfort de tribunes dans Jeune Afrique. Le but, c'est de lancer des faux panafricains. Je les ai appelés des panafricains de margarine. Comme nous, les néo-panafricanistes, nous sommes les Africains pur beurre. La comparaison, elle est de Staline en 1947, comparant les communistes soviétiques avec les communistes européens. Que vise ce panafricanisme 2.0? C'est à fracturer notre néo-panafricanisme, à nous faire passer pour des modérés et des partisans des dictateurs. Malheureusement, le Quai d'Orsay a recruté de grandes figures du panafricanisme, des activistes. Ils ne méritent pas que je les cite ici. Allez voir leur site. Allez voir qui va soutenir le colonel Djoumbouta en Guinée-Conakry. Vous allez comprendre immédiatement. Le Drian, donc, il n'est pas du tout à l'offensive idéologique. Il est en défensif. Défensif par rapport au projet de la Commission européenne derrière lequel il y a Mme Merkel. Défensif vis-à-vis des projets américains. Ce New Deal, il n'existe pas. Le but, c'est, comme le dit le fameux livre que j'ai déjà cité, c'est l'Empire qui ne veut pas mourir. La France-Afrique, elle est en train de mourir. Et en lançant cette France-Afrique 2.0, qui est un projet de Macron au départ, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, eh bien, la France-Afrique essaye de survivre avec le franc CFA une dernière fois. Elle va échouer. Ce qu'on voit aussi actuellement en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays, c'est la mort annoncée, le crépuscule de la France-Afrique. Eh bien voilà, merci à vous Luc Michel. Eh bien, c'est sur ces propos également qu'on va refermer cette émission, tout en rappelant, on va simplement donner l'information, puisqu'on a perdu au cours de l'émission, du moins Fabrice Béor, quand la connexion a été du moins interrompue. Il n'a pas pu analyser, faire son commentaire sur la thématique. Alors on va tout simplement dire, en ce qui concerne ces sanctions de la CEDEAO contre une
on parle de 150 personnalités maliennes, dont le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, qui sont donc visés par ces sanctions individuelles infligées par la communauté ouest-africaine. De manière précise, on parle d'avoir financé de tous ceux qui se trouvent sur la liste sont gelés, et bien sûr l'interdiction de voyager au sein de la CEDEAO. Ces sanctions frappent également les membres de leur famille. On rappelle que les dirigeants ouest-africains étaient donc réunis le 7 novembre dernier et ont donc décidé, voilà, de sanctionner ces personnalités maliennes. Pour sa part, quand même, on le rappelle, le gouvernement malien met en avant donc l'aspect sécuritaire qui ne favoriserait pas, bien sûr, l'organisation des élections. Maintenant, pour Barmarco, rien ne presse car la pacification du territoire demeure l'enjeu majeur. Autre point aussi à signaler, c'est que le colonel Assimi Goïta, le président de la transition et bien sûr aussi le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop ne sont pas concernés par ces sanctions. Et bien voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition de Géopolitique Internationale. Merci à Tarek Mami qui était avec nous ce jour. On rappelle qu'il est journaliste et directeur de publication de Radio France Maghreb. Merci aussi à Gamal Abina, analyste et aussi voilà, spécialiste des questions du Maghreb. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Luc Michel, géopoliticien, et bien sûr Fabrice Béor, analyste et correspondant Afrique Média depuis la Russie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.